Quand nous parlons de la planète il y a 66 millions d'années, différentes images peuvent être évoquées avec facilité. Les continents occupaient encore des positions différentes, d'énormes mers divisaient des régions entières et le climat global était beaucoup plus chaud qu'actuellement. Il n'existait pas non plus de calotte polaire permanente et les forêts subtropicales s'étendaient jusqu'à des latitudes où aujourd'hui tomberaient des tempêtes de neige. Ainsi était la fin du Crétacé, le monde à l'apogée des dinosaures. Lors d'une journée quelconque, de multiples dynamiques pourraient se produire. Par exemple, dans l'ouest de l'Amérique du Nord, une harde d'hadrosaures avancerait en suivant d'anciennes routes migratoires ouvertes entre forêts et plaines. Des milliers d'animaux se déplaçaient ensemble, en cherchant de nouveaux territoires d'alimentation, tandis que les petits restaient protégés au centre du groupe. Très près d'eux, caché parmi la végétation, un Tyrannosaurus observerait le mouvement de la harde. Plus de 12 mètres de muscles, d'os et de mâchoires capables de broyer des os avançaient lentement en attendant le moment adéquat pour attaquer. Durant des millions d'années, des prédateurs comme celui-là avaient dominé des continents entiers. Sur les côtes, de gigantesques ptérosaures de la taille d'une girafe survolaient des falaises poussées par des courants chauds provenant de l'océan. Dans l'hémisphère sud, les sauropodes géants parcouraient encore des régions tropicales, couvertes par une végétation dense. La planète entière était construite autour de ces magnifiques animaux. Chaque écosystème, chaque chaîne alimentaire et chaque recoin du monde tournait autour d'eux. Et alors, une roche est apparue. À des millions de kilomètres de distance, un astéroïde d'environ 12 kilomètres de diamètre traversait l'espace à une vitesse impossible à comprendre. Dans notre histoire, cette roche impacterait la péninsule du Yucatan, libérant une énergie plus grande que des milliards de bombes nucléaires. Le ciel se remplirait de feu et de cendres. Les océans généreraient des méga-tsunamis et la lumière solaire disparaîtrait durant des mois. En conséquence, près de 75% des espèces de la planète finiraient par s'éteindre. Mais que se passerait-il si cela n'arrivait pas? L'astéroïde traverse l'orbite terrestre et disparaît dans l'obscurité de l'espace. L'océan reste calme. Les forêts continuent de respirer et le Tyrannosaurus continue d'avancer parmi la végétation. Et avec tout cela, l'histoire de la vie change. Parce que l'évolution n'a jamais eu d'objectif final. Les mammifères n'étaient pas destinés à dominer la planète et l'apparition des êtres humains ne fut jamais inévitable. Notre civilisation existe parce qu'une dynastie a disparu et a laissé vides des millions de niches écologiques. Sans cette extinction, le monde moderne aurait pu appartenir à des créatures complètement distinctes. La vraie question n'est donc pas de savoir si les dinosaures auraient survécu. La question est de savoir en quoi ils se seraient transformés après 66 millions d'années supplémentaires d'évolution. Durant le Crétacé, la Terre continuait de ressembler davantage à une gigantesque serre qu'à la planète moderne. Le niveau des océans était beaucoup plus haut, inondant de grandes zones continentales et formant des mers intérieures qui divisaient des continents entiers. L'Amérique du Nord, par exemple, était séparée en deux énormes masses de terre par une mer peu profonde qui coupait le continent du Nord au Sud. C'était un monde humide, chaud et extraordinairement fertile. Les températures globales étaient plus stables, les jungles s'étendaient sur des milliers de kilomètres
et les écosystèmes étaient dominés par une diversité d'animaux qui semblerait aujourd'hui impossible. Des hadrosaures migraient en hardes de centaines d'individus. Des ankylosaures parcouraient des forêts denses, protégés par des armures lourdes, et d'énormes titans au long cou survivaient encore dans des régions de l'hémisphère sud. Au-dessus d'eux, des ptérosaures gigantesques traversaient des cieux ouverts, en profitant de courants chauds qui ne disparaissaient pratiquement jamais. Et au sommet de cette dynastie se trouvaient les grands théropodes. Tyrannosaurus dominait l'Amérique du Nord comme l'un des prédateurs terrestres les plus extrêmes ayant existé, mais il n'était pas seul. Des abélissaures chassaient au Gondwana, des droméosaures occupaient des niches moyennes et petites, tandis que des espèces plus légères et rapides commençaient à développer des caractéristiques qui rappellent aujourd'hui clairement les oiseaux modernes. Après plus de 150 millions d'années de domination écologique, les dinosaures ne montraient pas de signes évidents de perdre le contrôle de la planète. De fait, les véritables animaux secondaires du Crétacé étaient les mammifères. Bien qu'ils existassent déjà depuis des millions d'années, la majorité restait limitée à des tailles petites et à des niches très spécifiques. Beaucoup étaient nocturnes, opportunistes et extrêmement discrets. Ils ne dominaient pas de grandes herbivories, ne contrôlaient pas les chaînes alimentaires et rivalisaient rarement directement contre des dinosaures adultes. Durant des décennies, l'idée que les mammifères attendaient simplement leur tour pour conquérir le monde s'est popularisée. Mais la réalité semble beaucoup plus complexe. Le paléontologue Nick Longrich a insisté sur le fait que l'évolution ne fonctionne pas comme un escalier où certaines espèces remplacent inévitablement d'autres plus arriérées. Les dinosaures n'étaient pas des versions primitives destinées à disparaître face à des organismes supérieurs. C'étaient des animaux parfaitement adaptés à leur époque, et ils auraient probablement continué à évoluer tant que les conditions environnementales continuaient à les favoriser. Une partie de cet avantage peut se comprendre en observant les stratégies dites R et K, deux modèles qui expliquent comment différentes espèces investissent l'énergie dans la reproduction et la survie. Les espèces R sélectionnées produisent d'énormes quantités de descendants avec très peu de soins parentaux. Des insectes comme les moustiques en sont un exemple classique. Ils déposent des centaines ou des milliers d'œufs car la majorité ne survivra jamais. Leur stratégie consiste à parier sur le nombre. Les espèces K sélectionnées font le contraire. Elles ont moins de petits, grandissent plus lentement et dédient d'énormes quantités d'énergie à garantir la survie de chaque descendant. Les éléphants, les orques ou les grands primates modernes entrent beaucoup mieux dans cette catégorie. Et beaucoup de dinosaures semblent avoir suivi précisément ce modèle. Durant des années, on a imaginé les dinosaures comme des reptiles simples qui abandonnaient leurs œufs et disparaissaient, mais de nombreuses découvertes ont commencé à démonter cette image. On a trouvé des nids organisés, de possibles colonies d'élevage et des preuves de protection prolongée des juvéniles. Certains hadrosaures semblent être restés en groupes familiaux, tandis que certains théropodes couvaient leurs œufs de manière très similaire aux oiseaux actuels. Il existe même des indices de comportements sociaux complexes. Une étude sur un cerveau fossilisé d'iguanodon, trouvé au Royaume-Uni, a révélé des structures étonnamment développées dans des régions associées au comportement
et à la coordination sociale. Selon le biologiste chilien Daniel Alvarez, l'anatomie cérébrale de cet herbivore soutiendrait la possibilité qu'ils vivent en grands groupes, maintiennent des liens relativement stables et prennent même soin de ces petits durant de longues périodes. D'autres recherches ont analysé des motifs microscopiques d'usure dentaire chez des dinosaures herbivores et ont découvert quelque chose d'inattendu. Les petits ne consommaient pas exactement les mêmes aliments que les adultes. Les juvéniles semblaient se nourrir d'une végétation plus tendre et nutritive, ce qui a mené certains chercheurs à poser une hypothèse intrigante. Peut-être que les adultes sélectionnaient ou transportaient des aliments spécifiques pour leurs petits, une conduite comparable aux soins parentaux observés chez les oiseaux modernes. Rien de tout cela ne transforme automatiquement les dinosaures en génies préhistoriques, mais cela détruit l'idée d'animaux lourdeaux et purement instinctifs. À nouveau, Longrich a signalé que les cerveaux dinosauriens ont augmenté graduellement de taille depuis le Jurassique jusqu'à la fin du Crétacé. Cela ne signifie pas qu'ils évoluaient vers une intelligence consciente, mais cela indique que certains groupes commençaient à développer des conduites plus sophistiquées. Des théropodes comme les troodontidés et les droméosauridés possédaient des cerveaux proportionnellement plus grands que beaucoup d'autres dinosaures, en plus de sens très développés et de comportements possiblement complexes. Cependant, l'intelligence ne dépend pas uniquement de la taille cérébrale. L'évolution répond surtout aux pressions environnementales. Un animal ne développe que ce dont il a besoin pour survivre. Le moa géant de Nouvelle-Zélande est un bon exemple de la façon dont un écosystème peut altérer complètement la trajectoire évolutive d'une espèce. Durant des millions d'années, ces énormes oiseaux ont occupé des niches de grands herbivores sans avoir besoin de rivaliser contre des mammifères terrestres avancés. L'isolement a modelé leur évolution vers le gigantisme et la spécialisation, non vers des cerveaux énormes ou des outils. Les dinosaures auraient pu suivre un chemin semblable. Tant qu'ils domineraient les ressources, contrôleraient les écosystèmes et maintiendraient une concurrence relativement stable, beaucoup de leurs espèces continueraient probablement à perfectionner des stratégies déjà fructueuses. Parce que l'évolution abandonne rarement une stratégie gagnante de façon soudaine. Et c'est précisément là qu'apparaît la grande question. Si les dinosaures n'étaient pas condamnés à s'éteindre, qu'aurait-il eu lieu quand le monde a commencé à changer autour d'eux? Quand nous imaginons un monde où les dinosaures ont survécu, il est facile de tomber dans une idée très humaine de l'évolution. Nous pensons à des espèces avançant constamment vers quelque chose de supérieur, comme si toute l'histoire de la vie était un escalier dont la marche finale inévitable serait des créatures intelligentes, bipèdes et technologiques. Mais l'évolution réelle ne fonctionne pas ainsi. Le paléontologue Longrich résume cette idée d'une manière simple mais dévastatrice pour cette vision traditionnelle. Les points de départ dictent les points finaux. L'anatomie initiale d'un organisme, son métabolisme, sa structure corporelle et l'environnement où il évolue conditionnent énormément ce qu'il peut devenir des millions d'années plus tard. L'évolution ne conçoit pas d'organisme à partir de zéro. Elle travaille toujours en modifiant des structures déjà existantes. Pour cette même raison, un oiseau n'a jamais développé 6 membres parce que ses ancêtres ne les ont jamais eus.
Les baleines n'ont pas récupéré de pattes fonctionnelles complètes, malgré des millions d'années dans l'océan. Les chauves-souris ont conquis l'air, mais n'ont jamais évolué vers des géants terrestres comparables aux éléphants ou aux sauropodes. Chaque lignée traîne avec elle des limitations héritées de sa propre histoire évolutive. Tout cela est dû à un concept scientifique très simple, l'adaptive landscape, ou paysage adaptatif. L'idée fut développée à l'origine par le généticien Sewall Wright et ultérieurement élargie par différents biologistes évolutifs. Imagine l'évolution comme un énorme territoire rempli de montagnes, de collines et de vallées. Chaque point du paysage représente une combinaison distincte de caractéristiques biologiques. Certaines configurations permettent de survivre et de se reproduire mieux que d'autres, formant des sommets adaptatifs. La sélection naturelle pousse lentement les espèces vers ces zones fructueuses. Mais se déplacer d'un sommet à un autre n'est pas toujours simple. Parfois, pour atteindre une nouvelle stratégie évolutive, une espèce devrait traverser une vallée adaptative, une phase intermédiaire où ses caractéristiques seraient moins bonnes pour survivre. Et l'évolution favorise rarement des trajectoires qui impliquent de régresser d'abord pour s'améliorer après. Avant tout, Longrich, dans ses recherches sur les théories évolutives, compare cela à un jeu vidéo. Les décisions initiales que tu prends en créant un personnage déterminent une grande partie de ton style de jeu futur. Si tu construis un personnage spécialisé en force physique, tu finiras probablement par développer des capacités liées au combat lourd. Si tu commences avec la vitesse et la furtivité, tes options évolueront dans une autre direction. Techniquement, il existe de multiples chemins possibles, mais les choix précoces restreignent énormément le résultat final. La vie fonctionne de manière semblable. Les dinosaures partaient de configurations biologiques radicalement distinctes de celles des mammifères. Ils avaient des systèmes respiratoires extrêmement efficaces, des postures corporelles différentes, des stratégies de croissance accélérée et une tendance évolutive qui, durant des millions d'années, a favorisé des tailles énormes. Les sauropodes représentent peut-être le meilleur exemple de cela. Aucun mammifère terrestre dans toute l'histoire n'a atteint des masses comparables à celles des plus grands sauropodes. Certains pouvaient dépasser les 50 ou même 60 tonnes, avec une efficacité énergétique relative, chose possible grâce à des adaptations anatomiques beaucoup plus difficiles d'atteindre des tailles extrêmes comparables à celles de certains dinosaures géants. De plus, le monde mésozoïque lui-même n'offrait pas d'opportunités faciles pour que les mammifères occupent ces niches. Les dinosaures dominaient déjà les grands herbivores, les superprédateurs et une bonne partie des chaînes alimentaires principales. La concurrence importe autant que l'anatomie. Quand une espèce contrôle avec succès une niche durant des millions d'années, d'autres formes de vie trouvent très peu d'espace pour expérimenter évolutivement dans cette même direction. Durant le Crétacé, les mammifères survivaient principalement dans de petites marges écologiques, parce que les routes dominantes du paysage adaptatif étaient déjà occupées par les dinosaures. Cela détruit aussi l'une des idées les plus populaires sur les mondes alternatifs, dominés par les dinosaures. Beaucoup de représentations imaginent des reptiles évoluant presque inévitablement vers des formes humanoïdes, intelligentes et technologiques. Mais le paysage adaptatif ne pointe pas vers un unique destin final.
L'intelligence humaine n'est que l'une des nombreuses solutions possibles qui sont apparues sous des circonstances très spécifiques. Rien ne garantit que les dinosaures auraient suivi ce même chemin. De fait, le plus probable est qu'ils évolueraient vers quelque chose de complètement différent. Plus spécialisés dans certains domaines, plus efficaces dans d'autres, peut-être plus social, peut-être même plus adaptable climatiquement. Comme nous l'avons mentionné auparavant, l'image classique du reptile lourdeau a dominé la culture populaire durant des décennies, mais les découvertes modernes ont commencé à démonter cette idée petit à petit. Les dinosaures n'ont pas maintenu des cerveaux statiques durant leur histoire évolutive. De fait, de multiples recherches suggèrent que plusieurs branches ont développé des systèmes nerveux de plus en plus sophistiqués à mesure que le Mésozoïque avançait. Le paléontologue et expert en biologie évolutive déjà cité, Nick Longrich, a signalé que depuis le Jurassique jusqu'à la fin du Crétacé, peut être observée une tendance générale d'augmentation cérébrale dans différents groupes de dinosaures, spécialement parmi les théropodes les plus proches des oiseaux. Une partie de cette croissance cérébrale fut liée au gigantisme dinosaurien lui-même. À mesure que certains groupes atteignaient des tailles énormes, leur système nerveux devait coordonner des corps de plus en plus spécialisés et des environnements écologiques plus exigeants. Un exemple intéressant provient de Bagualia alba, un sauropode herbivore d'environ 12 mètres de long trouvé dans l'actuelle Patagonie argentine. Des chercheurs du CONICET ont réalisé des reconstructions tridimensionnelles de son cerveau, de son oreille interne et de ses structures neurovasculaires en utilisant des tomographies informatisées de la cavité crânienne. L'étude a révélé que certains changements sensoriels sont apparus lentement, tandis que les sauropodes évoluaient vers des tailles gigantesques. Leur système nerveux a dû s'adapter à la locomotion lourde, à l'équilibre corporel et aux nouveaux besoins environnementaux. Curieusement, ces changements ont eu lieu de façon plus graduelle que l'augmentation même de la taille corporelle. En d'autres termes, les dinosaures ne grandissaient pas seulement physiquement. Ils modifiaient aussi la manière dont ils percevaient et traitaient le monde. Cependant, la taille cérébrale, à elle seule, peut s'avérer trompeuse. Aujourd'hui, nous savons que l'intelligence dépend autant des connexions neuronales que du volume total du cerveau. Le cerveau humain contient près de 86 milliards de neurones interconnectés dans des réseaux extrêmement complexes connus sous le nom de connectomes. Chez les oiseaux modernes, il se produit quelque chose d'encore plus intéressant. Bien que leur cerveau soit petit comparé à ceux de beaucoup de mammifères, certaines espèces possèdent des densités neuronales très hautes, avec des neurones compacts et des connexions extrêmement efficaces. Cela aide à expliquer pourquoi les corbeaux et les perroquets peuvent résoudre des problèmes, reconnaître des motifs, planifier des actions futures et même utiliser des outils simples. L'ornithologue Jennifer Ackerman a compilé des décennies de recherches sur l'intelligence aviaire dans son livre Le génie des oiseaux, montrant des comportements qui durant longtemps étaient considérés comme exclusifs aux primates. Et ceci est important pour une raison fondamentale. Les oiseaux sont des dinosaures. Plus spécifiquement, ils sont des descendants directs de petits théropodes basaux, ayant déjà une population consolidée avant l'extinction massive. Quand nous observons un corbeau utilisant un bâton pour extraire des larves ou un perroquet résolvant des puzzles complexes,
nous voyons des capacités cognitives développées au sein même de la lignée dinosaurienne. Cela rend beaucoup plus plausible l'idée que certains dinosaures non aviens expérimentaient déjà des accroissements comportementaux importants avant la fin du Crétacé. Parmi eux se détachent les troodontidés et les droméosauridés déjà signalés. Le troodon est devenu presque un symbole de cette discussion dû au fait qu'il possédait l'un des cerveaux proportionnellement les plus grands connus parmi les dinosaures non aviens. Durant des années, des films et des romans ont transformé cette caractéristique en l'image d'un raptor super intelligent, capable de planifier des stratégies complexes presque humaines. Mais la réalité était probablement différente. Son cerveau plus développé n'impliquait pas nécessairement un raisonnement avancé. Le plus probable est qu'il fût lié à des sens extrêmement raffinés et à une coordination de chasse très efficace. Les troodontidés possédaient de grands yeux, une excellente vision binoculaire et des capacités auditives avancées, des traits spécialement utiles pour des prédateurs agiles et possiblement nocturnes. Leur intelligence aurait été orientée principalement à interpréter des environnements complexes, localiser des proies et répondre rapidement à des stimuli changeants. Quelque chose de semblable arrive aujourd'hui avec beaucoup d'oiseaux modernes. Un corbeau ne construit pas de civilisation, mais il peut mémoriser des visages humains, apprendre en observant d'autres individus et modifier son comportement selon des expériences antérieures. C'est une forme d'intelligence avancée, bien que complètement distincte de la technologique. Ce point doit rester assez clair. Une espèce peut développer des comportements complexes, une coopération sociale et même un apprentissage culturel sans jamais s'approcher d'une civilisation industrielle. L'intelligence animale n'avance pas automatiquement vers des outils métalliques, des villes ou un langage symbolique avancé. L'évolution favorise simplement ce qui améliore la survie au sein d'un environnement spécifique. Dans le cas des dinosaures, l'augmentation cérébrale semble avoir été liée principalement à la spécialisation écologique, la coordination corporelle, des sens plus raffinés et des conduites sociales de plus en plus efficaces. Mais cela signifie aussi quelque chose d'important. La lignée dinosaurienne avait déjà commencé à explorer des chemins cognitifs bien avant l'extinction du Crétacé. Maintenant, avant d'imaginer un monde où les dinosaures ne se seraient pas éteints, il convient de rendre clair un autre concept important pour poser nos hypothèses. L'évolution n'a pas lieu dans le vide. Ce n'est pas une force qui pousse les organismes vers l'intelligence, la taille ou la complexité, comme si elle suivait un plan occulte. En réalité, l'évolution répond constamment à l'environnement. Et quand l'environnement change, ce que signifie réussir change aussi. C'est ici qu'entre l'une des idées les plus importantes de toute la biologie évolutive moderne, le Shifting Adaptive Landscape, ou paysage adaptatif changeant. Ce concept décrit l'évolution comme un terrain rempli de montagnes et de vallées. Chaque point du paysage représente une combinaison possible de traits biologiques, comme la taille corporelle, le régime alimentaire, la vitesse ou le comportement. La hauteur de ce point représente à quel point cette combinaison fonctionne bien en termes de survie et de reproduction. Mais ce paysage n'est pas fixe. L'environnement change, le climat se transforme, de nouveaux prédateurs apparaissent et de vieilles ressources disparaissent. Cela signifie que les montagnes du succès bougent aussi.
Une adaptation qui est aujourd'hui optimale peut devenir un désavantage dans le futur si l'environnement change suffisamment. En d'autres termes, l'évolution n'escalade pas une seule montagne vers un destin final, mais elle s'adapte constamment à un terrain en mouvement. Un exemple clair de la façon dont nous trouvons cela est dans l'évolution des primates. Après l'extinction des dinosaures non-aviens, les mammifères ont commencé à se diversifier rapidement. Durant le Paléocène et l'Éocène, sont apparus les premiers primates dans des écosystèmes chauds et densément boisés d'Afrique et d'Eurasie. Des formes précoces comme les adapiformes et les hominidés ont développé des mains préhensiles, une vision stéréoscopique et des cerveaux relativement plus grands, adaptés à la vie arboricole. Mais l'histoire ne fut pas uniforme sur toute la planète. En Afrique, le paysage adaptatif du Miocène était spécialement dynamique. Il existait des mosaïques de forêts, des savanes en expansion et des changements climatiques récurrents. Cet environnement a généré de multiples niches écologiques ouvertes, ce qui a favorisé la diversification des primates africains, incluant les grands singes. Dans ce contexte spécifique, a surgi la ligne évolutive qui donnerait éventuellement origine aux hominidés. En revanche, sur d'autres continents, l'histoire fut différente. Bien que les primates aient réussi à s'étendre vers l'Eurasie et l'Amérique du Sud, ces événements ont dépendu de migrations depuis l'Afrique ou de conditions très particulières. Une fois hors de leur environnement d'origine, beaucoup de lignées sont restées piégées dans des paysages adaptatifs différents, avec moins d'opportunités pour la même diversification. Le résultat fut une évolution plus limitée ou complètement différente en comparaison avec l'Afrique. Basiquement, l'intelligence humaine ne fut pas une conséquence inévitable du fait d'être primate. Ce fut le résultat d'une combinaison très spécifique de pressions environnementales, de concurrence écologique et de changements progressifs dans le paysage adaptatif africain. Et la même logique peut s'appliquer directement aux dinosaures. Durant le Mésozoïque, les dinosaures ont dominé un monde extrêmement structuré par leur propre présence. Les grands herbivores occupaient presque toutes les niches de haute biomasse, tandis que les prédateurs supérieurs régulaient les chaînes alimentaires. C'était un système hautement efficace, mais aussi très dépendant de sa stabilité interne. Beaucoup d'écosystèmes fonctionnaient comme des engrenages interconnectés, où chaque groupe occupait un espace très spécifique. Pour Longreach, ce type de structure évolutive peut favoriser le gigantisme et la spécialisation extrême tant que les ressources sont abondantes, mais il peut aussi rendre les lignées plus vulnérables à des changements rapides ou échelonnés dans l'environnement. En d'autres termes, les dinosaures n'étaient pas arriérés, ils étaient parfaitement adaptés à un monde très concret. Mais ce même niveau de spécialisation peut limiter l'apparition de certains chemins évolutifs. Si une niche est complètement occupée par des organismes hautement efficaces, comme de grands herbivores ou des superprédateurs, les alternatives évolutives restent restreintes. Non parce qu'elles sont impossibles, mais parce qu'il n'y a pas d'espace écologique pour les explorer. Même au sein d'une même ligne évolutive, le contexte peut déterminer si certains traits se développent ou non. Les primates n'ont pas évolué vers l'intelligence technologique sur tous les continents. Ils ne l'ont fait que sous des conditions très spécifiques. Et dans le cas des dinosaures, bien qu'il ait existé des divergences importantes dans différents coins du monde, ils continuaient de faire partie
d'un même système écologique global dominé par les mêmes règles de base. L'idée que les dinosaures étaient en route vers une intelligence humaine est, de ce point de vue, hautement improbable. Leur évolution était plus orientée vers l'efficacité biologique au sein de leur niche. Dans leur cas, le gigantisme soutenu et la diversification de stratégies spécialisées. Cela ne signifie pas que l'intelligence avancée fût impossible, mais que, si elle apparaissait, elle le ferait comme l'une des nombreuses routes possibles au sein d'un paysage adaptatif changeant. Maintenant, l'idée de dinosaures intelligents évoluant au style humain n'est pas née dans la science-fiction, mais dans la paléontologie. En 1982, le paléontologue Dale Russell, avec l'artiste Ron Séguin, a proposé une expérience mentale connue sous le nom de dinosauroïde. Il ne s'agissait pas d'une espèce réelle, mais d'une reconstruction hypothétique. Qu'aurait-il eu lieu si un petit dinosaure relativement intelligent comme Trodon formosus avait continué à évoluer durant des dizaines de millions d'années sans interruption? Russell est parti d'un point concret au sein de l'arbre évolutif des théropodes. Trodon présentait déjà des traits frappants pour un dinosaure non avien. De grands yeux, un cerveau relativement développé et des mains avec une certaine capacité de manipulation. À partir de là, il a imaginé une pression évolutive continue vers une plus grande intelligence, une posture plus droite et une réduction progressive des traits considérés comme primitifs. Le résultat fut un être bipède, avec des proportions partiellement humanoïdes, des mains fonctionnelles, un cerveau élargi et une queue réduite, bien qu'encore clairement non humain. Le dinosauroïde s'appuyait sur une idée réelle de la biologie évolutive, l'évolution convergente. Différentes lignes de vie peuvent développer des solutions similaires si elles affrontent des problèmes semblables. Mais c'est ici que l'hypothèse commence à devenir problématique. Les critiques modernes, posées par des chercheurs comme Thomas Scholz ou Mark Witton, ne rejettent pas la possibilité d'évolution cognitive chez des dinosaures survivants. Ce qu'ils remettent en question est l'idée d'une trajectoire linéaire vers l'humain. L'évolution favorise rarement une unique direction progressive. Il n'existe pas de chemin inévitable vers des corps humanoïdes ou des intelligences technologiques. L'un des problèmes centraux est l'énergétique. Un grand cerveau n'est pas un avantage gratuit. Il consomme des quantités énormes d'énergie métabolique. Dans la majorité des écosystèmes, la sélection naturelle ne favorise ce trait que si les bénéfices surpassent de manière constante ses coûts. À cela s'ajoutent des limitations anatomiques profondes au sein même de la lignée dinosaurienne. La présence de longues queues comme stabilisateurs, de hanches adaptées aux bipédalismos non manipulatifs, de systèmes respiratoires hautement efficaces mais rigides et de membres conçus principalement pour la locomotion ou la prédation restreignent certains chemins évolutifs. Ils ne rendent pas l'intelligence impossible, mais ils rendent bien moins probable une convergence vers une forme corporelle humanoïde classique. Cependant, le point le plus important n'est pas physique, mais écologique. Le modèle du dinosauroïde présuppose un monde stable durant des millions d'années, sans interruption majeure ni réorganisation du paysage adaptatif. Mais l'histoire réelle de la Terre montre exactement le contraire. Extinction massive, changements climatiques, déplacements continentaux et réorganisation constante des écosystèmes.
Le concept même de « adaptive landscape » que nous avons vu antérieurement rend cette trajectoire linéaire encore moins probable. Le même motif se répète chez d'autres animaux intelligents modernes. Les loutres de mer utilisent des pierres comme outils pour ouvrir des coquilles et apprennent en observant d'autres individus. Les corbeaux peuvent planifier des actions futures et reconnaître des visages humains. Beaucoup de mammifères montrent une mémoire complexe, une coopération et un apprentissage culturel rudimentaire. Mais dans tous les cas, l'intelligence est profondément liée à la résolution de problèmes immédiats de survie, non à l'approche du stéréotype humain de conscience. Ceci s'accorde avec la vision de chercheurs comme Frans de Waal ou Nicholas Clayton, qui signalent que la cognition évolue principalement comme réponse à des pressions écologiques concrètes. La culture peut exister, mais elle ne devient cumulative que sous des conditions très spécifiques, comme une haute manipulation manuelle, une transmission stable de connaissances et une pression constante pour innover. En ce sens, même Nick Longrich suggère que les systèmes de soins parental et de vie prolongée peuvent favoriser l'augmentation de l'intelligence à long terme, mais seulement quand l'environnement permet une stabilité suffisante pour accumuler des avantages générationnels. En revanche, beaucoup de dinosaures opéraient au sein d'un spectre compétitif intense, où le succès dépendait plus de l'efficacité biologique, de la croissance, de la taille ou de la spécialisation que de l'accumulation culturelle prolongée. En peu de mots, il est plus probable que les dinosaures, bien qu'ils devinssent intelligents après avoir survécu au Crétacé, suivissent des routes très distinctes de l'humaine. Le dinosauroïde de Russell reste un outil utile pour imaginer des possibilités, mais aussi un rappel d'une erreur commune. Assumer que l'évolution a une direction finale. Avant d'entrer dans notre simulation évolutive, parlons de l'extinction Crétacé-Paléogène. Cet événement ne fut pas seulement une disparition massive d'espèces, mais une réorganisation complète de la structure écologique de la planète. Approximativement 75% de la vie a disparu dans un intervalle géologique très court, incluant tous les dinosaures non aviaires. Le résultat immédiat ne fut pas un écosystème équilibré, mais un paysage fragmenté, dominé par des organismes opportunistes capables de survivre dans des conditions extrêmes. En terre ferme, la végétation pionnière comme les fougères a colonisé rapidement des zones dévastées. Au même moment, les mammifères petits et généralistes ont trouvé un scénario radicalement différent de celui du Crétacé. Durant le Danien précoce, leur survie a cessé d'être limitée par la concurrence avec les grands dinosaures et est passée à dépendre de leur capacité pour exploiter les ressources disponibles sans pression de prédateurs dominants. Ce changement a débloqué une expansion rapide. Dans le Paléocène précoce, apparaissent des euthériens primitifs comme Protungulatum, de petits mammifères insectivores qui représentent des branches initiales des placentaires. Des marsupiaux comme Péradectes occupent des niches carnivores et omnivores. Les multituberculés se consolident comme des herbivores efficaces de petite taille, tandis que les condylartes commencent à explorer des accroissements corporels et des régimes alimentaires plus variés. En quelques dizaines de millions d'années, les mammifères passent de secondaire à l'occupation d'une grande partie des rôles écologiques libérés. Le fait pertinent ici n'est pas l'apparition de nouvelles espèces,
mais l'occupation de vides écologiques concrets. Avant l'impact et la limite KPG, les grands herbivores et les prédateurs terrestres étaient dominés par les dinosaures non aviaires. Après leur disparition, ces mêmes rôles sont occupés par les mammifères. Des ongulés précoces remplacent les fonctions d'herbivorie de grande échelle, tandis que des carnivores primitifs commencent à structurer de nouvelles chaînes trophiques. Sans la disparition des dinosaures, cet espace écologique ne se serait pas libéré. Dans un scénario où les dinosaures non aviaires continuent de dominer les écosystèmes terrestres, les mammifères seraient probablement restés durant beaucoup plus de temps confinés à des rôles petits, nocturnes ou hautement spécialisés. Il n'y aurait pas d'expansion vers de grands herbivores ou des prédateurs dominants, parce que ces niches seraient déjà occupées par des lignées dinosauriennes efficaces et diversifiées. Le résultat serait un monde structurellement similaire au Mésozoïque. Nick Longrich lui-même a résumé cette idée de façon claire, en signalant que le monde moderne le plus semblable à un domaine continu de dinosaures serait en essence une planète qui fonctionne encore sous les règles écologiques du Jurassique ou du Crétacé. Non identiques en espèces, mais bien en structure, de grands vertébrés terrestres dominés par des dinosaures et non par des mammifères. Il convient de souligner que ceci est une hypothèse, non une prédiction. Mais elle s'accorde avec la dynamique du paysage adaptatif. Quand les principales niches sont occupées de façon stable, durant de longues périodes, les trajectoires évolutives alternatives ne disparaissent pas, mais elles deviennent marginales. Dans ce contexte, l'expansion des mammifères vers des formes grandes et dominantes aurait été improbable. Et avec elle, la diversification profonde des primates aurait aussi été restreinte ou retardée indéfiniment. Curieusement, dans ce scénario alternatif, les oiseaux auraient probablement été l'un des groupes avec le plus grand succès relatif. Comme dinosaures survivants, ils auraient continué à se diversifier sans rivaliser directement avec les grands ptérosaures dans toutes les niches. Les ptérosaures auraient maintenu des avantages dans la piscivorie active, dans des environnements côtiers ouverts, tandis que certains oiseaux auraient exploité des niches distinctes comme la capture d'insectes, l'activité nocturne ou l'alimentation opportuniste dans des environnements plus variables. Cette séparation fonctionnelle aurait permis une coexistence prolongée entre les deux lignées volantes, sans une dominance absolue de l'une sur l'autre. Mais même avec cette diversification aérienne, le panorama général resterait le même. Les mammifères n'auraient pas été les protagonistes de l'expansion écologique que nous connaissons. Les primates pourraient ne pas avoir progressé depuis des formes petites arboricoles. Et la chaîne évolutive qui conduit à des capacités cognitives avancées n'aurait peut-être jamais atteint le point critique nécessaire pour se développer. Maintenant, il existe deux formes principales d'imaginer un monde où les dinosaures survivent à la fin du Crétacé. Dans la première, l'astéroïde n'impacte jamais la Terre et la planète continue son évolution sans une extinction massive immédiate. Dans la seconde, l'impact a bien lieu, mais certaines lignées dinosauriennes réussissent à survivre au collapsus écologique postérieur. Les deux scénarios pourraient produire des mondes radicalement différents, mais pour mieux comprendre comment l'évolution changerait, nous allons suivre le second cas. La raison est simple, elle permet d'observer comment les dinosaures réagiraient face à une planète transformée,
par des crises environnementales réelles. Même en survivant, les dinosaures n'hériteront pas du même monde qu'ils ont dominé durant le Maastrichtien. Le Cénozoïque continuerait d'avancer avec ou sans extinction totale. Les continents maintiendraient leur déplacement, les mers reculeraient lentement et les climats commenceraient à devenir plus variables. L'Inde continuerait de se déplacer vers l'Asie. L'Atlantique Nord continuerait de s'étendre et d'énormes pulsions volcaniques altéreraient l'atmosphère. Le planète du Paléocène ne serait pas simplement plus de Crétacé. Ce serait un monde moins stable. Durant des millions d'années, le Mésozoïque avait maintenu de vastes bandes chaudes relativement uniformes. Mais le Cénozoïque initie une transition graduelle vers des écosystèmes plus fragmentés et en récupération. Des saisons plus marquées apparaissent, des changements régionaux d'humidité et des fluctuations environnementales de plus en plus fréquentes. Même sur une planète encore chaude, l'abondance constante qui favorisait d'énormes chaînes de géants commence à disparaître lentement. Et cela aurait des conséquences directes pour les dinosaures survivants. Beaucoup des grands spécialistes du Crétacé disparaîtraient probablement, bien que la lignée générale survécût. Cela s'était déjà produit auparavant, au sein de l'histoire dinosaurienne même. Le Stégosaurus, l'un des herbivores les plus célèbres du Jurassique, n'a jamais réussi à passer vers le Crétacé. Non parce que les dinosaures étaient en décadence, mais parce que certains modèles corporels cessent d'être efficaces quand l'environnement change. Le même phénomène se produirait encore dans ce Cénozoïque alternatif. Les géants les plus extrêmes seraient spécialement vulnérables. Des corps énormes requièrent des quantités massives d'aliments stables, des écosystèmes prévisibles et une chaîne énergétique constante. Après l'impact, les écosystèmes ont mis des millions d'années à se rétablir. Dans un scénario où certains dinosaures survivent comme minorité, beaucoup devraient se réadapter à un environnement beaucoup plus hostile et variable avant de se diversifier à nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Les grands super spécialistes du Crétacé commenceront à être remplacés par des formes moyennes, opportunistes et capables d'exploiter différentes ressources. Les théropodes moyens seraient probablement certains des groupes avec le plus grand potentiel d'expansion. Plus petits que les grands tyrannosauridés, mais encore efficaces comme prédateurs, ils auraient des avantages énergétiques importants sur une planète où les ressources ne seraient plus aussi constantes. La même chose arriverait parmi les herbivores. Au lieu d'énormes consommateurs de biomasse continue, commenceraient à apparaître des formes plus compactes, mobiles et généralistes. La réduction corporelle serait l'une des premières tendances évolutives importantes du nouveau Cénozoïque dinosaurien. Et en plus de la taille, le comportement changerait aussi. Certaines adaptations déjà présentes chez de petits théropodes du Crétacé commenceraient à s'étendre beaucoup plus. Le plumage isolant, à l'origine lié à la régulation thermique ou à l'exhibition, deviendrait extrêmement utile dans des environnements plus froids et variables. Les comportements grégaires gagneraient aussi en importance. Migrer, coopérer et partager des informations au sein de groupes augmenterait les probabilités de survie dans des écosystèmes imprévisibles. Ici apparaît un autre point clé. L'intelligence sociale commencerait probablement à acquérir plus de poids évolutif que le gigantisme pur. Nous ne parlons pas encore de communautés bien définies, mais de coordination groupale,
d'apprentissage comportemental et d'adaptation flexible. Les prédateurs moyens capables de coopérer ou de transmettre des conduites simples auraient des avantages importants face à des chasseurs géants dépendant de proies énormes et abondantes. En termes évolutifs, cela signifie que beaucoup de dinosaures commenceraient à abandonner lentement la forme classique associée au Crétacé. Le nouveau paysage adaptatif favoriserait des organismes plus polyvalents et moins spécialisés. Et cela s'avère intéressant, car cela réplique partiellement une étape beaucoup plus ancienne de l'histoire évolutive. Les premiers archosaures ancêtres lointains des dinosaures, crocodiles et ptérosaures, étaient des animaux relativement généralistes. Ils ne dominaient pas encore la planète par un gigantisme extrême, ni des spécialisations rigides. Leur succès initial est venu précisément de leur capacité à s'adapter à de multiples niches après des crises écologiques antérieures. C'est pourquoi, dans ce scénario alternatif, les dinosaures survivants pourraient parcourir une route semblable. Ce ne serait pas un retour au point de départ, mais ils entreraient à nouveau dans une phase d'expérimentation évolutive plus ouverte. Le collapsus partiel de l'écosystème mésozoïque obligerait beaucoup de lignées à abandonner des spécialisations extrêmes et à explorer de nouvelles stratégies pour survivre. Et là commence réellement le Cénozoïque des dinosaures. Les dinosaures avaient réussi à survivre. Mais la planète qui commençait à émerger n'était déjà plus la même que celle qui avait soutenu le Crétacé. À mesure que le Cénozoïque avançait, les écosystèmes ont commencé à se transformer lentement en quelque chose de beaucoup plus instable et exigeant. Les jungles chaudes reculaient dans certaines régions. Les saisons devenaient plus marquées et les premiers refroidissements prolongés commençaient à altérer la distribution de la vie sur la Terre. Le changement fut graduel, mais constant. Les continents ont continué de se déplacer. De nouvelles chaînes montagneuses ont commencé à modifier les courants atmosphériques et océaniques, et l'atmosphère a commencé une lente réduction du dioxyde de carbone. Le résultat fut un monde moins uniforme que celui du Mésozoïque, où n'existait déjà plus de ceinture tropicale continue couvrant d'énormes régions de la planète. Désormais commençaient à apparaître des écosystèmes tempérés, des forêts plus ouvertes et des régions où les hivers pouvaient s'étendre durant des mois. Et cela obligerait les dinosaures à changer encore une fois. Beaucoup d'espèces classiques du Crétacé disparaîtraient probablement durant cette période. Il n'y aurait déjà plus de Tyrannosaurus, Triceratops ou grands hadrosaures tels que nous les connaissons dans le registre fossile. Leurs descendants continueraient d'exister, mais adaptés à des conditions complètement différentes. Le Nouveau Monde favorisait des organismes plus efficaces, mobiles et résistants à la pénurie énergétique. Au début du Miocène, maintenir des corps de plusieurs tonnes dans des écosystèmes moins productifs serait basiquement impossible. Certains sauropodes pourraient survivre près de l'équateur, où le climat conserverait encore une stabilité et une végétation abondante. Mais hors de ces régions, les dinosaures encore géants commenceraient à disparaître. Des formes moyennes et compactes auraient plus de possibilités de se déplacer sur de longues distances, de supporter des changements saisonniers et de survivre avec moins de nourriture. Dans ce scénario, le métabolisme deviendrait décisif. Aujourd'hui, beaucoup de paléontologues considèrent que plusieurs dinosaures possédaient des métabolismes intermédiaires entre les reptiles modernes
et les animaux endothermiques. Cet état, connu sous le nom de mésothermie, leur permettait de maintenir une activité relativement haute sans dépendre complètement de la température environnementale. Mais sur une planète qui commençait à se refroidir, cela ne serait peut-être déjà plus suffisant pour toutes les lignées. Les théropodes emplumés seraient probablement les grands bénéficiaires du nouveau climat. Des fossiles comme Eutyrannus montrent que certains grands prédateurs possédaient déjà une isolation corporelle des millions d'années avant la fin du Crétacé. Dans le Cénozoïque, ce type d'adaptation pourrait s'étendre encore plus. Les plumes cesseraient d'être des structures limitées à l'exhibition ou la régulation partielle et passeraient à devenir des outils clés pour conserver la chaleur dans des environnements tempérés et froids. Pendant ce temps, d'autres groupes développeraient des solutions distinctes. Certains herbivores pourraient faire évoluer des structures vasculaires capables de conserver la température corporelle, similaire aux protubérances creuses observées chez certains dinosaures du Mésozoïque. D'autres dépendraient de plus en plus du comportement grégaire. Les migrations saisonnières deviendraient probablement communes, spécialement parmi les grands herbivores, obligés de suivre des cycles de végétation de plus en plus variables. Dans ce contexte, les prédateurs changeraient aussi. Les super-prédateurs géants, spécialisés dans le fait d'abattre des proies énormes, resteraient dans le passé et commenceraient à dominer des chasseurs moyens plus rapides et sociaux. Des droméosaures et d'autres théropodes agiles pourraient s'étendre en occupant des niches similaires à celles des loups, des hyènes ou de grands oiseaux prédateurs modernes, en utilisant la coordination groupale, la mémoire territoriale et le comportement social pour compenser des tailles mineures. Et tandis que les dinosaures traversaient cette transformation, les mammifères continuaient d'évoluer en parallèle. Les premières concurrences réelles pour les ressources commenceraient à apparaître durant cette période. Des mammifères résistants au froid auraient des avantages importants dans certaines régions grâce à leur endothermie complète, une reproduction rapide et une haute capacité d'adaptation comportementale. Cependant, il est improbable que cela finisse par une extinction totale de l'un des groupes. Le plus probable serait une coexistence évolutive prolongée. Ce serait quelque chose de semblable à ce qui a eu lieu durant le Trias précoce entre les premiers archosaures et les mammifères basaux. Dinosaures et mammifères occuperaient des niches distinctes dépendant du continent, du climat et des ressources disponibles. Dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'Asie, où les dinosaures étaient déjà largement distribués avant la fin du Crétacé, ils resteront probablement dominants durant une grande partie du Cénozoïque. Mais d'autres régions pourraient changer beaucoup plus vite. L'Europe et des parties de l'Afrique, plus fragmentées et isolées écologiquement, permettraient peut-être une expansion majeure de mammifères avec moins de pression dinosaurienne. Cela générerait une planète divisée en différents modèles évolutifs. Certains continents continueraient de ressembler à des versions modifiées du Mésozoïque, tandis que d'autres développeront des écosystèmes de plus en plus proches du monde mammifère que nous connaissons aujourd'hui.